tous et merci d'être avec nous sur France Info. Ravi de vous accompagner jusqu'à 20 h. Et à la une, le feu qui a repris dans la forêt de Fontainebleau, notamment aux abords de l'autoroute A6. Près de 950 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éviter de nouvelles propagations. De son côté, l'enquête avance. Le pompier volontaire et l'étudiant suspectés d'être à l'origine du départ de feu ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Un mois et demi après la mort de Liana, 11 ans, le principal suspect, Jérôme Barella, a été mis en examen pour viol et meurtre de la collégienne. Dans le même temps, Gérald Darmanin révèle un chiffre choc. Près de 15 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs ont été découvertes après un vaste audit des procédures judiciaires. Un jour historique pour les uns, une ligne rouge franchie pour les autres. Après 4 ans de débat, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la loi sur la fin de vie, un nouveau droit à l'aide à mourir sous un cadre strict et après plusieurs étapes de contrôle. Et d'abord sur le front des incendies, la vigilance reste maximale. C'est le scénario que redoutaient les pompiers. De nouveaux départs de feu ont été signalés dans la forêt de Fontainebleau. Parallèlement, après l'évacuation de centaines d'habitants, les premiers retours à domicile commencent progressivement. Luc Lacroix, Nathan Acloc avec Mathieu Régnier. Plusieurs reprises de feu aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. Depuis hier soir, les incendies sont fixés, ils ne progressent plus, mais ils ne sont toujours pas éteints. Au sol, tout à l'heure, notre équipe voit ces flammes repartir. En profitant de la route et en ajoutant du retardant, les pompiers essaient de créer une barrière. Avec le vent qui s'est levé, on a des foyers qui ont commencé à reprendre. Donc là, on est dans une action préventive pour éviter que le feu ne saute la route. Face à l'urgence, cet agriculteur fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Non, c'est juste en attendant qu'ils viennent remettre un coup. Car la zone à traiter est immense, le feu a parcouru près de 2000 hectares. Certains endroits sont escarpés. Les pompiers doivent utiliser ces sacs remplis d'eau. Un travail de fourmi. En plus de ça, la nature du sol, de la tourbe, nécessite beaucoup d'eau, comme a pu le constater notre reporter sur place. Regardez, tout autour de nous, la forêt est enfumée, le feu couve sous cette tourbe et il suffit d'un peu de vent pour allumer les flammes. Principale bonne nouvelle, le feu a diminué en intensité par rapport aux jours précédents, comme le montre cette carte à partir d'observations satellites. Ici, les flammes se sont arrêtées à quelques mètres des maisons. Des habitants nous montrent leur jardin épargné. Voilà, mon mari l'a arrosé, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'on a partout. Les braises, portées jusque-là par le vent, n'ont pas provoqué de dégâts. Partie dimanche soir en urgence, Danielle Bouc, elle, peut enfin rentrer chez elle. Eh ben, je vais vous dire, ça fait du bien de rentrer chez soi. Le soulagement de retrouver sa maison intacte, ses souvenirs aussi. J'aurais jamais cru que c'était, comment je pourrais dire, aussi poignant que de rentrer, quand on vous dit, vous pouvez rentrer chez vous. C'est bien. Soulagé, mais toujours sur le qui-vive, Sylvain Hett arrose en continu les abords de sa maison. Il craint que le feu ne revienne. On est attentif à tout ce qu'on entend, les avions, les hélicoptères, l'odeur, parce que ça sent hein, le feu. On regarde de temps en temps si on ne voit pas des nuages à droite à gauche. Ce soir, d'importants moyens aériens restent mobilisés, 4 avions bombardiers d'eau et 2 hélicoptères. Du côté de l'enquête, maintenant, l'étudiant et le pompier volontaire suspectés d'être à l'origine des départs de feu ont été mis en examen ce soir et placés en détention provisoire. Leur profil provoque colère et stupeur. Comment expliquer un tel geste chez un soldat du feu? Éric Pelletier, Adrien Cadorel avec Florent Lemoyle. Ils sont soupçonnés d'avoir volontairement déclenché des incendies lundi. Un pompier volontaire et un étudiant, tous deux âgés de 18 ans. Ce soir, devant les juges, le pompier nie. Malgré ses déclarations en garde à vue, l'étudiant, lui, a reconnu les faits. Ils ne se connaissent pas, la justice les accuse d'avoir mis le feu à 2 endroits distincts, Arbonne-la-Forêt et Fontainebleau. L'une de nos équipes a pu rencontrer un proche de l'étudiant suspecté. Il a du mal à croire à son implication.
C'est vraiment un gamin serviable, c'est quelqu'un qui se met en cadre pour tout le monde, quoi. C'est pour ça que c'est pas concevable. Et j'espère qu'il arrivera à expliquer les circonstances de sa présence là. C'est vraiment un destin brisé, oui. Dans les rangs des pompiers, les sanctions n'ont pas tardé. Leurs collègues étaient engagés depuis moins d'1 an. Cette personne fait l'objet d'un arrêté de mise à pied, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus exercer son activité de sapeur-pompier volontaire. Des suspects à l'origine d'au moins 2 incendies, mais le point de départ de la catastrophe reste encore un mystère. 2 ouvriers sont toujours en garde à vue. Ils travaillaient sur un chantier en bordure de l'autoroute A6. Les premières flammes sont-elles parties de là? L'hypothèse d'un accident est évoquée, mais la piste criminelle n'est pas écartée. Dans la forêt, la surveillance continue. Hier encore, sur ce parking, un homme de 46 ans a été arrêté. Dans sa voiture, un briquet et des journaux froissés. Mettre le feu volontairement, un geste difficile à comprendre. Pour les professionnels, à chaque fois, 2 profils différents. Chez le pyromane, il y a souvent une motivation interne, ce besoin interne d'allumer des feux de manière répétitive. Chez les incendiaires, on va retrouver des motifs criminels, des motifs de vengeance. Au total, une 60aine de personnes ont été interpellées en France pour des incendies depuis le début de l'été. C'est donc près de 10% de l'emblématique forêt de Fontainebleau qui ont été touchés par les flammes. Regardez ces images saisissantes, des hectares de végétation ravagés, un paysage profondément marqué. Et au-delà des dégâts visibles, quelles conséquences pour les animaux et l'écosystème de cette forêt classée? Victor Frédéric Lorraine Gublin, Magali Desfers. Une forêt devenue silencieuse, comme si toute vie avait quitté les lieux. Dans les paysages désormais calcinés de la forêt de Fontainebleau, cet agent de l'ONF est venu observer à quel point la nature a souffert de l'incendie. Ça, à la base, c'était de la mousse. Il n'y a plus rien. C'est des espèces protégées comme ça et il y en a des milliers qui ont disparu. Dans cette zone dévastée, des centaines de pins et de bouleaux ont affronté le passage des flammes. Toujours dressés, mais peut-être déjà condamnés. Comme on peut le voir, les arbres sont encore debout, semblent verts, mais en fait, ils vont certainement mourir dans les prochaines semaines parce que toutes les racines ont brûlé. Une forêt qui meurt, méconnaissable. Voilà à quoi elle ressemblait il y a à peine une semaine. Un bois dense et vert, au sol recouvert de fougères. Une réserve de biodiversité unique en France qui abrite plus de 6400 espèces d'animaux. Des mammifères comme ces cerfs, des renards communs, mais aussi des espèces fragiles comme cette fauvette Pichou ou l'alouette Lulu. Si la plupart d'entre eux ont trouvé refuge ailleurs dans la forêt, toute la faune n'a pas eu cette chance selon ce naturaliste. Ce sol qui brûle, qu'on a tous vu, dont on a tous vu les images, eh bien à l'intérieur, il y a énormément de vie. Des micro-organismes, des insectes, des lombriques, une faune qui est absolument indispensable aux arbres. Une vie désormais absente du sol qui pourrait retarder la régénération de la forêt de Fontainebleau et le retour des animaux. Après plusieurs jours de chaleurs extrêmes, de violentes cellules orageuses ont déjà touché plusieurs régions. Aujourd'hui, avec de fortes pluies, grêles et risques liés à la foudre, une maison a d'ailleurs été détruite en Bretagne. Un déluge de grêlons a provoqué également d'importants dégâts en Charente. Un mois et demi après le meurtre de Liana, 11 ans, qui avait bouleversé la France, Jérôme Barella, le principal suspect, a été mis en examen pour viol et meurtre sur mineur. Il a été présenté ce matin à un juge d'instruction à Agen. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Reportage sur place de Laurence Naon, Thomas Cuny avec Élodie Delevoye. Dans ce fourgon, Jérôme Barella. Tôt ce matin, il a été extrait de sa cellule, direction le palais de justice d'Agen pour être entendu par un juge d'instruction. Le principal suspect dans l'affaire Liana a été confronté aux éléments de l'enquête, notamment son ADN retrouvé sur le corps de la petite fille. Après 6 heures d'audition, l'homme ressort mis en examen pour viol et meurtre. Ses avocates ne souhaitent pas s'exprimer. Votre client a été mis en examen? Pas de commentaire. Mais même pour ça, c'est pas secret d'instruction. Pas de commentaire, madame. Qu'a dit Jérôme Barella au juge? A-t-il avoué son implication dans la mort de Liana? Lui, qui est resté longtemps mutique, pour ensuite expliquer aux enquêteurs qu'il n'avait fait que déposer la collégienne à la piscine en voiture le jour de sa disparition. Le 4 juin dernier, le corps de la petite fille était découvert dans ce silo agricole.
Aujourd'hui, la justice a des indices graves et concordants qui permettent de penser que Jérôme Barella a joué un rôle dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Liana. L'autopsie a permis d'établir que la fillette avait été violée. On a retrouvé l'ADN de Jérôme Barella sur le corps de Liana. La justice pense qu'il a joué un rôle. Dans l'affaire Liana, Jérôme Barella avait déjà été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Après l'affaire Liana et les critiques sur les failles, un audit inédit révèle l'ampleur du problème. 15 000 plaintes supplémentaires pour violences sur mineurs ont été retrouvées par les enquêteurs, en plus des 70 000 dossiers déjà réexaminés par les tribunaux. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, annonce aussi que 675 personnes ont été incarcérées depuis le début du mois de juin. Valentin Châtelier avec Rissel Chabot. Depuis 6 semaines maintenant, le procureur d'Alès croule sous 200 dossiers. Ils concernent tous d'éventuelles violences sexuelles sur mineurs, des enquêtes au point mort, ou dont le parquet n'avait pas connaissance, qu'il a fallu relancer rapidement. Sur ces 200 dossiers, 7 ont fait l'objet d'une présentation devant un magistrat instructeur, dont 4 ont été placés en détention et 3 sous contrôle judiciaire. Parmi ces affaires, un oncle soupçonné d'avoir violé 2 de ses neveux âgés de 5 et 7 ans au moment des faits. Depuis la plainte, il y a 3 ans, l'enquête n'avançait pas. Le dossier était dans les services d'enquête et effectivement n'avait pas fait l'objet d'investigations particulières parce que les services d'enquête sont débordés, parce que parfois les services d'enquête ne mesuraient peut-être pas aussi la gravité de certains dossiers. Après le meurtre de la jeune Liana, qui avait ému toute la France, le ministre de la Justice a demandé à tous les procureurs de réexaminer les dossiers de violences sexuelles sur mineurs. Devant l'Assemblée nationale, il en tire aujourd'hui le bilan. Il y a eu exactement 69 626 dossiers d'affaires criminelles connus par les parquets et délictuels qui ont été absolument réétudiés. Plus 15 000 plaintes découvertes, si j'ose dire, chez les services enquêteurs où les gens sont venus déposer plainte. Parmi ces dossiers, 970 ont été jugés prioritaires et ont conduit à l'incarcération de 675 personnes. Un travail titanesque qui a relancé l'une des affaires de cette avocate. Elle défend des victimes de viol. Ça faisait 1 an qu'il ne se passait plus rien dans cette procédure. Les choses ont été extrêmement vite, c'est-à-dire que la personne a été mise en garde à vue moins d'1 semaine après notre courrier et placée en détention provisoire. L'homme est accusé de viol sur 2 mineurs et sur ce jeune âgé de 22 ans au moment des faits. Lui se dit aujourd'hui soulagé. C'est grâce à Liana si aujourd'hui la justice se réveille et se dit effectivement il y a des défaillances dans le système judiciaire et il faudrait peut-être qu'on change un peu les choses. Et merci du fond du cœur à cette petite fille parce que sa souffrance n'aura pas été vaine. Il faudra encore du temps pour juger toutes ces affaires de violences sexuelles sur mineurs devant les tribunaux. 42 ans après la mort du petit Grégory, un nouveau rebondissement judiciaire. La justice vient de déclarer prescrit les faits reprochés à Jacqueline Jacob, la grand-tante de l'enfant soupçonné d'avoir été l'un des corbeaux qui harcelait la famille Villemain. Mise en examen en octobre dernier pour association de malfaiteurs, cette femme de 81 ans qui nie toute implication avait contesté la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Un vote historique ce soir à l'Assemblée nationale. Après 4 années de débats, de profondes divisions politiques et sociétales, la loi sur la fin de vie vient d'être définitivement adoptée. Elle instaure, sous conditions strictes, un droit à l'aide à mourir. Mais concrètement, qu'est-ce que le texte va changer pour les patients et leurs familles? Maya Larguet et Juliette Jonas vous donnent des éléments de réponse. Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. L'aide à mourir est désormais un droit. Après 4 ans de débats et plus de 8000 amendements, la loi vient d'être définitivement adoptée. Une fierté pour celui qui a porté le texte pendant 12 ans. À cette décision. Vous savez, dans la vie d'un parlementaire, ils sont rares les moments où vous votez pour accorder un droit fondamental nouveau. Sophie Viry, 57 ans, est atteinte d'une maladie dégénérative incurable. Elle est complètement dépendante. Depuis 5 ans, ses douleurs sont devenues intolérables. Elle veut pouvoir bénéficier de cette loi. On redevient un papillon. On sait qu'on a la liberté de mourir. Je vais vous dire,
peut-être même que pendant quelques jours, on ne souffrira plus. Tellement on se sentira libre. Tant on se sentira apaisé. Un droit sous condition. Être majeur, français ou résident stable, atteint d'une maladie grave et incurable en phase avancée, éprouver des souffrances insupportables et être apte à exprimer sa volonté jusqu'au bout. Le dispositif exclut donc les personnes dans le coma ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les patients concernés devront faire une demande écrite à un médecin qui devra proposer de bénéficier des soins palliatifs. La demande sera examinée par un collège de professionnels. La décision sera notifiée sous 15 jours. Si elle est positive, le malade doit attendre au moins 2 jours pour confirmer sa demande. À une date de son choix, le patient s'auto-administrera la substance létale en présence d'un médecin ou d'un infirmier. Si le patient est incapable physiquement de prendre le produit létal, il peut demander aux professionnels de faire le geste. Médecins et infirmiers pourront exercer une clause de conscience. Les opposants dénoncent une loi qui ne protège pas les malades. Parce que c'est plus rapide, c'est plus facile aussi. On va proposer la mort avant de proposer des soins. Moi, je préfère une société qui aide à vivre plutôt qu'une société qui aide à mourir. Sébastien Lecornu a déjà indiqué qu'il saisira le Conseil constitutionnel afin qu'il apporte des clarifications sur certaines dispositions de la loi. C'est le placement préféré des Français et son taux va repartir à la hausse. Le livret A passera d'1,5 à 1,7% au 1er août. Une décision annoncée par le ministre de l'économie. Une bonne nouvelle donc pour les quelques dizaines de millions d'épargnants concernés, même si son rendement restera bien sûr légèrement inférieur à l'inflation. Autre conséquence très concrète, cette fois-ci pour le porte-monnaie de tous les Français. Cet été, les abricots, les pêches ou encore le maïs pourraient coûter plus cher. Les canicules à répétition fragilisent les récoltes. Et dans les élevages aussi, la chaleur a des conséquences avec des œufs parfois plus petits et une production perturbée. Léa Deschâteaux avec Stéphane Lesnige. En pleine récolte de pêche, Grégory Chardon n'avait jamais vu ça. Normalement, on devrait avoir des fruits comme ça, minimum, des fruits comme ça. Et aujourd'hui, on a des fruits comme ça. Il est quasiment 2 fois moins gros, quoi. Sur sa vingtaine d'hectares, aucun fruit n'a été épargné par les vagues de chaleur. On a connu des canicules comme ça. Mais successifs, depuis le mois de mai, on allait déjà à la 3e. Et puis des températures qui sont très hautes en journée, à plus de 40. Et l'arbre n'a pas le temps de se retaper, quoi. Il est en stress H24. Ces abricots, eux, sont même brûlés par le soleil. Ils ne pourront donc pas être commercialisés sur les marchés. Seule solution, les vendre aux industriels pour en faire des produits transformés, bien moins rentables pour lui. Difficile aussi de résister aux canicules à répétition pour les poules de cet agriculteur. Quand elles respirent comme ça avec la bouche ouverte, c'est qu'elles ont chaud, elles cherchent à se ventiler. Résultat, un appétit réduit et des œufs plus petits, vendus moins cher. Donc les gros œufs comme ça, je les vends 3,70 € la boîte de 6. Alors que les S, donc les tout petits qui sont comme ça c'est plus que 2,50 €. Donc en fait, je perds 1,20 € sur chaque boîte vendue. Ce producteur a fait ses comptes, 12 000 € de moins sur l'année selon lui. Autre secteur en tension, les céréales. À cause de la sécheresse, sur ces épis de maïs, presque aucun grain, alors qu'ils devraient être remplis. Ça, c'est de la perte sèche, c'est clair. Voilà. Ça, c'est perdu. C'est perdu, c'est irrattrapable. Près de 40% de sa production s'est évaporée. Toute la filière est en crise. Il va falloir importer du maïs certainement de l'étranger parce qu'on va manquer d'aliments, on va manquer de production, c'est clair. Un maïs plus rare et dont le prix augmente. Depuis le début de la canicule, la tonne est passée de 203 € à 229 aujourd'hui. À l'international maintenant, regardez ces images impressionnantes, tout droit venues du Canada en Ontario. Une locomotive s'est retrouvée encerclée par les flammes, piégée au milieu d'un incendie de forêt près d'Armstrong. L'équipage tentait alors de porter secours à un contremaître lorsque le feu a gagné la zone. Tous les employés ont finalement pu être évacués sans faire de blessés.
On va prendre la direction des États-Unis, maintenant du côté d'Atlanta, pour l'infosport du jour, avec l'Argentine qui défendra son titre face à l'Espagne dimanche en finale de la Coupe du Monde de football. En deuxième mi-temps, Anthony Gordon donne pourtant l'avantage aux Anglais à la 55e minute. Enzo Fernandez, lui, égalise à la 85e avant que Lautaro Martinez offre la qualification aux Argentins à la 92e minute. Victoire 2-1. Les Argentins tenteront donc d'accrocher une 4e étoile à leur maillot contre l'Espagne en finale de ce mondial. Et regardez ces images en direct de la capitale argentine. C'est la fête littéralement, on peut le dire, sur l'une des principales places de Buenos Aires. Ce soir, les Argentins fêtent donc leur équipe au football. On continue de parler sport, mais cette fois-ci chez nous, avec le Tour de France. Et une étape qui entre dans l'histoire, elle aussi, le Norvégien Søren Varenskold a remporté au sprint la 11e étape entre Vichy et Nevers, disputée à une vitesse record, figurez-vous, de 50,9 km/h, la plus élevée jamais enregistrée sur la Grande Boucle. Journée exceptionnelle qui n'a en revanche rien changé au classement général. Tadej Pogačar conserve bien sûr le maillot jaune. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur France Info, l'information continue. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. À tout de suite.